Donc Benjamin, Bonjour. bonjour, sort ce mois-ci Curiosity. Cet artbook revient sur vos 15 premières années de carrière. Comment est née l'idée en fait de ce livre? Il est venu c'était les 15 ans, donc c'est un moment quand même. C'était d'une envie d'abord d'une exposition. Et effectivement, ça va être la 5e exposition avec la galerie Daniel Maguen qui aura lieu en fin d'année, en décembre. Et du coup, est venue l'idée de faire effectivement cette espèce de monographie là sur ces 15 années d'édition. Parce que je travaillais avant, je travaillais dans le dessin animé, j'avais fait de la publicité. Mais là, ça faisait 15 ans d'édition, donc je trouve que c'était un bon moment pour faire un petit retour en arrière. Et puis justement, avec cette expo et puis les travaux qui vont venir après, passer sur une nouvelle page, quoi, quelque chose de différent. Et pourquoi le titre Curiosity? Curiosity, parce que alors en anglais, ça a d'autant plus de sens parce que Curiosity, il y a la curiosité bien sûr, mais c'est dans le sens aussi une curiosité, c'est-à-dire un cabinet de curiosité. Et c'est un peu ce qu'est ce livre, c'est-à-dire c'est plein de petits, c'est une collection comme ça de petites images étranges, de petits livres étranges. Donc je trouve que c'était très à propos. Comment on réalise le choix dans 15 ans de carrière très prolifique? C'est difficile, c'est pour ça que ça a mis du temps en fait à être fait, le livre. C'est-à-dire que je pensais que ça allait être un livre assez simple parce que c'était une compilation d'images déjà faites. Il y a quelques images que j'ai faites exprès, comme par exemple la couverture ou quelques autres qui sont des grands formats, qui seront les grands formats qu'on retrouvera en expo justement. Mais en fait ça a été très long parce que pour trouver l'architecture du livre, comment faire se répondre les images, comment travailler autour qui est un espèce de petit fil comme ça qui se déroule, parce qu'il y a 15 ans de différence entre certaines images, donc techniquement même un peu plus avec la première. oui, c'est encore autre chose, mais du coup il faut que ça cohabite ensemble, il faut que ça arrive à pas donner l'impression d'être mis au shaker comme ça et balancé. Donc voilà, c'est assez long de gérer les plans, de gérer toute cette lecture. Comment est née votre vocation? Parce que, en revenant sur 15 ans de carrière et aussi donc, le parcours, donc quand avez-vous su que ça y est, je vais être dessinateur? Alors, ça a été... quelque part, ça a été une évidence une fois que j'ai su qu'on pouvait en faire un métier. C'est-à-dire que j'ai toujours dessiné, c'est l'acte, je trouve, le plus naturel au monde. Et quand on va dans les classes d'enfants, on se rend bien compte que plus ils sont petits et plus tous ils dessinent bien, et plus on monte en âge et plus il n'y en a plus qu'un ou deux qui dessinent encore, et puis les autres ont cessé parce que voilà, c'est la culture, c'est l'éducation, on valorise pas en fait le dessin. Et moi j'ai fait partie de cela. Et au départ, je ne savais même pas qu'on pouvait en faire un métier. Je ne me doutais même pas de ça. Mais à partir du moment où je l'ai su, c'était une évidence que j'allais en faire mon métier. D'abord, l'animation, parce que c'était mes premiers émois. Enfin, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de contrôle artistique. Enfin, c'était très difficile d'avoir un contrôle artistique en animation et de ne pas travailler forcément sur ces histoires comme ça. Et que c'était vraiment grâce aux livres que je pouvais le faire, c'est-à-dire développer mes histoires, mes personnages et raconter les choses que j'avais envie de raconter. J'étais un enfant des années 80, un ado dans les 90s, donc comment cela vous a nourri? Et je pense que c'est de là aussi que vient plein de choses qui font entre guillemets mon style, c'est-à-dire que c'est malgré soi, on dessine de manière naturelle et puis on pose souvent la question de pourquoi ils ont des grands yeux. J'étais un enfant qui était né avec Disney, de voir le Disney de Noël tout le temps, et c'était un événement, c'était quelque chose de très important pour moi. D'ailleurs, on voit un dessin auquel vous faisiez référence tout à l'heure, qui était un dessin que j'avais fait quand j'avais 6 ans, c'était Mickey et Minnie en Guadeloupe. Voilà, ça montre bien que c'était quand même quelque chose qui m'intéressait. Donc les grands yeux venaient de là, et aussi de la culture manga, c'est-à-dire c'était la naissance des premiers mangas qui étaient édités, les Dragon Ball, les Akira, toutes ces choses-là, et donc c'est ça qui m'a nourri en fait. J'ai été nourri par ces deux choses-là, et puis ensuite la découverte de la peinture, parce que voilà, j'étais à Paris, donc je suis allé au Louvre, et là la découverte de Vinci, la découverte des peintures du 19e, qui a été un autre choc graphique, et puis
Tout ça se mélange et puis donne après, voilà. Donc on va revenir sur 2003. C'est les premières parutions. La première, c'était L'Esprit du Temps, qui voilà, était une bande dessinée. Que tu une œuvre de jeunesse, disons. C'est-à-dire que, d'ailleurs, elle ne figure pas dans le artbook. Parce que moi, je n'étais pas fini quand j'ai fait ça, j'avais 19 ans. Et voilà, je ne sais pas quoi te redire. Simplement qu'on voit déjà les prémices de certaines choses. C'est-à-dire que c'est un travail autour du Japon, autour de l'histoire, autour d'un fantôme. Et tout ça, en fait, c'est des trucs qu'on va retrouver après. Voilà. Et il y a plusieurs collaborations. La première collaboration, c'était avec Sébastien Pérez. C'était Destin de chien. Ensuite, ça a été La funeste nuit d'Ernest, toujours avec Sébastien. Et c'est quelqu'un avec qui je collabore toujours. C'est quelqu'un, j'ai vraiment trouvé un double artistique avec lequel vraiment on arrive à dialoguer et monter des histoires et créer des choses. C'est un ping-pong en fait. C'est vraiment. Voilà, c'est un duo et c'est très agréable. Là encore, on est en train de travailler ensemble. Pour lui, parfois en fait, c'est des challenges qu'il me pose, comme par exemple quand on a fait L'Herbe des Fées, où c'est un univers très éloigné de ce que j'aurais fait d'habitude, et puis finalement j'ai adoré le faire, c'est un de mes livres préférés. Et ensuite, ou des livres comme Les super-héros détestent les artichauts, il adorait les super-héros depuis très longtemps, moi pas du tout. Et parfois c'est l'inverse, c'est par exemple Frida, moi qui lui ai demandé de collaborer là-dessus, il ne connaissait pas du tout. Et là on est en train de travailler sur Le Magicien d'Oz, qu'il a réécrit, donc là réécrire un classique c'est encore quelque chose de très différent pour lui. Mais c'est très, très chouette en fait de trouver quelqu'un comme ça. Mimi Barthélemy, en fait, je ne l'ai pas côtoyée. Elle est décédée en plus, là. Mais je ne l'ai pas côtoyée. En fait, on m'a envoyé le texte. C'était un petit conte de tapis. On appelait ça comme ça. C'est une espèce de kamishibai. Et voilà, je l'ai fait. Et d'ailleurs, beaucoup de travail autour du conte. Comment on choisit les contes? Quel est le conte préféré? Enfin, parce que c'est quelque chose de l'enfance, en fait. En fait, oui, les contes qu'on va choisir, forcément, il faut avoir un rapport très fort au conte. C'est quelque chose auquel je réfléchis de plus en plus, que depuis quelques temps, là, je dirige une collection pour Albin Michel qui va s'appeler Albin Michel Classique et qui sortira à la rentrée. C'est dans ce cadre-là qu'on fait Le Magicien d'Oz avec Sébastien Pérez. Il y aura Pinocchio avec Justine Brax, illustré par Justine Brax, donc de Collodi, et Poussette d'Andersen, illustré par Marco Mazzoni. Et en fait, justement, quand je vais voir les artistes, je leur dis mais quel conte a compté pour toi? Qu'est-ce que, quand tu étais enfant, lequel t'a vraiment marqué et tout? Parce que c'est plutôt vers ça que tu veux aller. Parce que parfois, parmi tous les contes, on ne sait même pas choisir, etc. Il faut revenir en fait à des sentiments forts en fait de quand on était enfant, les contes qui nous ont marqués, parce que du coup, on les a en soi pendant des années et ça mûrit malgré nous. En fait. Et c'est comme ça que se choisissent en fait les livres. C'est ce dont je me suis rendu compte, c'était que les livres que je préférais, les livres avec lesquels j'avais vraiment le plus, dont j'étais le plus fier, finalement, c'était ceux que j'avais portés le plus longtemps, moi, comme Alice, comme Les Contes Macabres, etc. Le petit chaperon rouge, non? Non. Pas du tout. Le petit chaperon rouge, en fait, tel que je l'avais fait à l'époque, là, une fois de plus, c'est un livre qui n'est pas dans le artbook. Et dans le artbook, j'ai choisi justement, ce sont pour moi des moments importants en fait de mon parcours. Voilà, il fait 300 pages, ça paraît beaucoup et en même temps c'est peu par rapport au nombre de bouquins et au nombre d'images que j'ai fait. Et donc du coup, il y a une vraie sélection qui s'opère. Et précisément, ce livre-là, pour moi, c'est pas du tout un livre important. C'est un livre, c'est vraiment, ces deux premiers livres-là, c'est des livres de jeunesse. C'est-à-dire qu'il faut un moment se confronter. Ça, c'était une commande en fait qu'on m'avait fait. Donc c'est pas pareil. Et Blanche-Neige? Blanche-Neige, ça c'était un choix et c'était vraiment pour le coup un conte qui m'a beaucoup touché. Et c'était par exemple, c'était aussi parce que c'est aussi une façon de découvrir les contes. C'était Disney quand j'avais découvert. C'est un des plus beaux Disney, c'est un de ceux qui m'a le plus touché étant enfant, et revenir justement à l'origine du conte, à la version des Grimm, etc. C'était très intéressant. Et comment, parce qu'il y a beaucoup de recherches, d'ailleurs il y a un chapitre histoire dans Curiosity, comment s'effectuent les recherches? Comment vous travaillez sur la recherche historique? La partie de documentation, de travailler comme ça l'histoire, les
c'est une des parties qui m'intéresse le plus. Moi, j'adore faire ça. J'adore m'atteler à un projet, à un personnage, et essayer de tout lire, de ce que je peux lire autour de ça, et d'amasser le plus de connaissances. Que ensuite, c'est le chemin de la liberté, c'est ça la connaissance en fait. Ça nous permet d'être libre ensuite, d'être libre et d'avoir pleinement conscience de ce qu'on fait. C'est pareil, que ce soit pour l'écriture ou que ce soit pour le graphisme, c'est-à-dire plus on va en connaître sur le sujet, plus on va pouvoir en fait s'en départir, le faire sien et vraiment savoir exactement ce qu'on fait. Et c'est ça, et parfois ça joue même des tours, parce que par exemple sur Marie-Antoinette, j'avais demandé à une spécialiste de Marie-Antoinette qui s'appelle Cécile Berly de collaborer avec moi, et comme d'habitude moi j'avais vraiment lu tout, j'avais lu toutes les lettres de Marie-Antoinette, j'avais lu tout ce qu'on pouvait lire dessus, et y compris les toutes dernières recherches, et une des parties, puisque c'était un carnet intime de Marie-Antoinette, donc c'était fictif les lettres qu'elle écrivait à elle-même, les mots de son journal. En revanche, les lettres qu'elle envoyait à sa mère ou les lettres qu'elle recevait de sa mère, c'était les vraies. Et entre autres, j'ai parlé de l'histoire avec Fersen, parce que c'est une histoire importante. Et Cécile Berly n'était pas d'accord avec moi, elle disait non, c'est impossible qu'ils aient consommé, c'est pas possible, ils étaient tout le temps ensemble, etc. Sauf que moi, je m'étais vraiment renseigné, et pendant l'année d'avant, quelques mois avant que je commence la rédaction du livre, on avait réussi à décrypter à nouveau des lettres entre Fersen. C'était tout nouveau, puisqu'en fait, on avait retrouvé l'édition dont ils se servaient pour coder les lettres. Et donc, on avait décodé les lettres, et en décodant les lettres, c'était très évident qu'ils avaient consommé, très évident que voilà, c'était aller plus loin qu'une relation platonique. Et donc, justement, je suis allé voir si c'est... Ah non, mais regarde. si, c'est bien le cas. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie, mais en même temps, à la fin, ça me rend plus confiant aussi sur mes sujets. Par exemple, Frida, c'est vrai qu'aborder comme ça une peintre aussi importante, aussi aimée, qui est devenue une icône, dont des tas de livres ont été écrits, c'est important de savoir où on va et de quoi on parle, et savoir toutes les références auxquelles qu'elle convoque dans ses images, connaître tout ça, ça m'a aidé, et ça m'a d'autant plus aidé, par exemple, qu'on l'a présenté pour la première fois au Mexique, et quand on l'a présenté, le Mexique c'est un des pays où ça marche le mieux pour moi, où j'ai vraiment un public très très fidèle qui aime vraiment beaucoup, et habituellement, voilà. Mais là, quand on touchait à Frida, aïe aïe aïe, il fallait montrer patte blanche, et puis genre, mais pourquoi Frida, machin. Et le fait justement de connaître tout ça et de m'être tellement renseigné, ils ont vu qu'il y avait vraiment un amour en fait pour le personnage, et en gros j'ai passé le test. C'était bon. Voilà. Et il y a l'Asie aussi dans le... Il y a Madame Butterfly, il est magnifique. Comment vous avez eu l'idée du kakémono En fait, Madame Butterfly, c'était avant tout un souvenir. Une fois de plus, c'est des souvenirs d'enfance. C'était un souvenir d'enfance très fort de cet opéra. Ma mère m'a amené à l'opéra parce qu'elle adorait l'opéra avec mon père, non. Donc, bon, en gros, moi, voilà. Et le moment où j'ai compris l'opéra, où j'ai vraiment ressenti l'opéra, c'était avec Madame Butterfly. Ça m'a fait pleurer. J'ai tout, cette montée, c'était incroyable, quoi. Et j'avais voulu restituer cette émotion. Et donc, j'ai décrypté un peu qu'est-ce que c'est que cette émotion, qu'est-ce que c'est que l'opéra. Donc l'opéra, c'est grandiose, c'est grandiloquent, ce sont des frasques, et ce sont des mises en scène spectaculaires, des couleurs, des lumières, donc tout ça on l'a dans un côté, avec l'histoire, etc. Et ce sont des voix opératiques, c'est-à-dire des voix qui montent, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Donc j'ai eu l'idée de faire un livre dont on a l'impression qu'il ne s'arrête jamais. Et donc c'est un livre qu'on va déplier, et c'est une frise de l'autre côté, qui peut se déplier, et elle fait 9 mètres. Donc, en gros, très peu de gens en 9 mètres comme ça continuent pour pouvoir l'ouvrir, et donc ça donne cette impression comme ça de ça s'arrêtera jamais. Voilà, c'est comme ça qu'est venue cette idée de cet objet en tout cas. Donc là, il y a les 15 prochaines années, il y aura peut-être dans 15 ans quelque chose, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Ouais. Vous êtes prolifique, vous êtes donc auteur, illustrateur, dessinateur, scénographe. Et à quelle prochaine corde vous voulez mettre votre art? Là, dans le livre, on voit plusieurs projets d'animation qui n'ont pas donné lieu à des films. Donc ça, j'aimerais bien que ça se réalise. Là, en ce moment, j'ai 3 projets de films d'animation. J'aimerais bien qu'il y en ait au moins un qui aille jusqu'au bout. Voilà, ça, c'est un rêve depuis toujours. C'est quelque chose que vraiment, voilà, ça m'a fait rêver, ça continue à me faire rêver. Voilà, de voir... Et je pense en plus qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ça.
Là, en ce moment, il y a un spectacle qui tourne avec Carmen, que j'avais monté pour... Il y a quelques photos dans le livre. Ça, c'était un truc passionnant, et j'ai un ou deux projets aussi dans ce sens-là. C'est de pousser l'image en dehors du cadre du livre. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a des gens qui perçoivent ça comme presque dégradant, par exemple, de faire des trousses. Moi, c'est le contraire, ce que j'adore faire, parce que je trouve qu'on vit avec complètement différemment, en fait. C'est une façon de penser l'image, de penser l'objet. Et c'est de la même façon de penser une scénographie ou d'imaginer quelque chose en mouvement pour un film. C'est une démarche complètement différente et que moi qui m'intéresse beaucoup. Merci Benjamin. Merci à vous.